L'Afrique, c'est le continent des jeunes. Et paradoxalement, ce sont les vieux qui dirigent et font des choses sur le continent. Mais heureusement, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, nous sommes à Mermoz, à Dakar. Derrière moi, vous avez la plus belle vue probablement de la ville. On est ici sur un R+10 d'un immeuble de très haut standing qui est en train de sortir de terre. Et la très bonne nouvelle, c'est que tout ceci est construit par un petit jeune, entre guillemets, de 32 ans, qui n'en est qu'à son deuxième projet immobilier. Il a quitté la France pour venir s'installer au Sénégal et il est parvenu à réaliser ce genre de projet avec un mécanisme de financement très astucieux, mais surtout il est parvenu à bâtir une équipe faite de jeunes. Le plus âgé dans son équipe a 41 ans. La moyenne d'âge ici, elle est de 25 ans. Ce sont des jeunes qui sont en train de construire cette Afrique dont on rêve tous et je voulais donner de la visibilité à ce genre d'initiative pour vous motiver et vous montrer que les jeunes sont capables de faire des choses incroyables. Il était en France, comme beaucoup, et il a cru qu'il pouvait venir à son niveau apporter une contribution sur ce continent. Il n'a rien comme formation en construction à la base, et pourtant aujourd'hui réalise parmi les plus beaux projets de son pays. Vous allez l'écouter tout de suite. Cette vidéo est la deuxième que je tourne avec lui. Dans une précédente, il nous a montré son premier projet qu'il a fait connaître, et aujourd'hui nous sommes sur son deuxième. Il en est à son quatrième, et ils sont quasiment tous déjà vendus. Les amis, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir et du présent. Je vous invite à arrêter de penser que d'autres vont continuer de bâtir le continent à votre place. Je m'en fous de savoir quelles excuses vous vous donnez, mais croyez-moi, nous avons un continent à bâtir et chacun de nous a un rôle à jouer. Je l'ai invité à Back to Africa cette année. Il viendra vous présenter son entreprise, ce qu'il fait, mais il viendra aussi vous parler. Il donnera une masterclass pour vous expliquer comment économiser en construction. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, il parvient à réduire le coût des constructions entre 30 et 40% parce qu'il est parvenu à acheter certains équipements. Il vous expliquera comment vous pouvez acheter, où vous pouvez trouver les bons fournisseurs. Donc, si vous êtes dans le domaine de la construction, architecte, ingénieur, parce que beaucoup d'architectes et d'ingénieurs veulent lancer ce genre de boîte, il vous expliquera comment le faire. Vous devez absolument être à Back to Africa. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, venez l'écouter et venez apprendre. Le pire, c'est que même au Sénégal, il y a encore énormément de place. Donc, il n'a pas peur de la concurrence parce qu'il sait qu'il y a de la place pour tous ceux qui travaillent bien. Ce genre de mindset, c'est aussi le mindset avec lequel nous devons venir pour faire les choses. Et arrêter d'essayer d'empêcher à tout le monde de travailler quand c'est réellement possible. Back to Africa, 28-29 septembre. Les places sont encore à 200 € au lieu de 300. Donc, bénéficiez de cette promo. Les prix vont bientôt augmenter. Mais surtout, pour ceux d'entre vous qui veulent discuter avec lui en tête à tête, je vous invite à prendre des offres pro. Parce que si vous prenez une offre pro, vous allez avoir un moment avec tous nos panélistes. Et bien évidemment, ça va vous donner d'avoir leurs coordonnées, de pouvoir discuter avec eux après l'événement. Bref, ça n'a pas de prix, les amis. Venez nombreux, partagez l'événement. On va l'écouter tout de suite. Dans la barre de description, vous avez le lien. Prenez vos places, invitez des gens. Faites que le maximum de personnes entendent parler de cet événement parce que je pense que c'est un événement qui va clairement avoir un avant-après. D'autres pépites comme lui seront à cet événement. Et au fur et à mesure que les semaines vont passer, je vais vous les présenter afin que vous veniez pour vous-même vivre votre transformation. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Salut Pathé. Salut Philippe. Nous voici à nouveau sur un projet, cette fois-ci en chantier. Yes, c'est ça. C'est le plus haut sommet de Mermoz. C'est ça. On est sur un R+10. Exact. On peut dire que tu as la folie des grandeurs. J'essaye en tout cas. Comment tu fais pour penser si grand? Parce que venir à Mermoz, qui est quand même un quartier résidentiel, un quartier assez chic quand même, parce qu'il faut le dire, c'est ici que les expatriés vivent. Et taper tout de suite comme premier projet l'immeuble le plus haut? Ben, en fait, ça a été vraiment une demande parce qu'il y a énormément de gens qui demandent ce quartier-là en location. Ouais. Et donc, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire le max d'appartements possible, mais en faisant la meilleure des qualités. Donc, je voulais pas faire trop grand non plus. Et 10, pour moi, me présentait le juste milieu. Donc, je me suis dit, je vais faire un R+10 avec 36 appartements, bien espacés, avec un sous-sol, parce que chaque appartement a une place de parking. Et l'idée, ça va être de parler tout de suite aux gens qui veulent vivre ici en longue durée, plus que la courte durée comme le projet, parce qu'il y en a beaucoup. Et l'avantage avec les expatriés, c'est que c'est pas eux qui paient le loyer, c'est l'entreprise. Donc ça peut être des loyers un peu plus élevés. Donc c'est toujours intéressant pour un propriétaire qui achète de louer à un expatrié, ou même à un local qui a les moyens, d'être dans ce type de quartier-là. Alors, ici tu tapes un R+10, combien d'appartements? 36.
36 appartements. C'est ça, C'est ton deuxième projet. exactement. C'est fou parce que il y a des gens qui ont fait de la construction toute leur vie, n'ont jamais fait un R+10. C'est peut-être Tu vrai. réalises quand même, c'est-à-dire que, mais c'est vrai, je veux dire, Ouais, si tu fais le c'est sommet vrai, le plus c'est haut, vrai, c'est qu'il y a des mecs qui ont 40 ans d'expérience, ils n'ont jamais fait un c'est R+10. vrai. Après, je me dis, moi, j'ai un sportif, soit on fait les choses bien, soit on les fait pas. Ouais. Et le but, c'est de un peu marquer les esprits et Ouais. de bien faire les choses. Ok. Donc, du coup, je me dis, ben, je vais pas toute ma vie faire des R+10 et en plus, c'est un challenge. Parce que j'ai déjà fait un R+6, 18. Le but, c'est de faire mieux et plus à chaque fois. Donc, je suis parti sur cette lancée-là. Deuxième volet, la commercialisation. Yes. Où est-ce que tu en es sur tes 36 appartements? Là, à date, il nous en reste un. Il nous en reste un. Et on a commencé, pareil, ce projet-là, on l'a démarré en juillet dernier. Donc là, il a Juillet pas- dernier, il y a un an. Il y a un an. Et là, tu as fini le gros œuvre. C'est ça, on a fait le gros œuvre en un an sur 10 niveaux. Et avant de démarrer, j'avais commercialisé pareil, on avait vendu les 3/4. Donc la chance que j'ai, c'est que les clients nous font confiance, honnêtement. Et on essaie de leur rendre bien, d'avancer vite et de leur livrer des biens de qualité. Alors, quand un client vient pour acheter un bien comme ça, ok, qu'est-ce que tu lui vends? Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il ait envie de passer à l'action et de payer? Bon, Ou alors, tu n'as même pas besoin de vendre, il est déjà convaincu lui-même. il y a ça aussi avec le premier projet, mais honnêtement, c'est la transparence. Ouais. C'est vraiment, nous, on dit des choses vraies et on dit la vérité. Et on essaie de vendre une communauté. C'est-à-dire que quand les gens achètent chez Ilios, c'est qu'on essaie de créer une communauté autour du nom et une marque parce que je veux l'étendre sur d'autres pays. Et j'ai envie que si un client achète chez nous à Dakar, au Sénégal, à Mermoz, si j'ai la possibilité de faire un autre projet au Ghana, à Accra, qu'ils se disent, bah, si je viens visiter ici, j'aurai le même standing qu'au Ghana, etc., etc. Et l'idée, c'est vraiment aussi de proposer, moi je dis souvent, je suis le promoteur qui te livre tes projets en avance avec les finitions de meilleure qualité à un prix inférieur. Parce qu'on essaie vraiment de proposer des produits de qualité à toute personne qui souhaite investir et aussi d'aller vite sur les projets. C'est pour ça que je ne suis pas gourmand dans les prix, parce que je veux toucher le maximum de possible. Oui, ok. Donc, en fait, tu te dis, si plus tu augmentes les prix, plus ce sera difficile à Je sortir. me dis ça aussi. Et je Donc, me tu dis- préfères baisser un peu, Exact, sortir vite et faire plusieurs projets. c'est ça, de qualité. Alors, ici, 36 appartements, tu as tout vendu. On est sur 10 niveaux. C'est ça. Combien tu as un parking en sous-sol? J'ai un sous-sol. Ce que tu n'avais pas de l'autre côté. non, Donc, c'est tu te ce que crées j'avais une difficulté. C'est ça, j'ai un sous-sol. Ici, j'ai à l'extérieur, mon rez-de-chaussée, il est surélevé. Je sais pas si tu as vu. J'ai vu ça. Et 8 donc, mètres sous. De hauteur sous plafond. Ouais. Et donc, du coup, en fait, on a créé des places de parking autour parce qu'on a la chance d'avoir 3 façades. Donc, du coup, chaque appartement a une place de parking dans la résidence. Et le but, c'est de faire ça. À chaque fois, sur la résidence Gaïa, on a un double sous-sol. Donc, aussi pareil, chaque appartement a une place de parking. Parce que l'idée, c'est que devant, je me dis que si on devait construire à l'étranger, notamment en Europe, on aurait eu un appartement avec une place de parking. Obligatoire. Donc, pourquoi pas ici? Obligatoire. De Voilà. toute façon, dans certains pays, le PLU l'impose. Hein. Ouais. Tu dois avoir une place de parking Exact. à minima par appartement. Donc, forcément, soit tu crées de l'espace dans ta cour, si tu en as, C'est ça. soit tu vas le chercher en dessous. Et donc, dessous, ça coûte beaucoup plus cher. Parce qu'il faut le dire. Une place, un parking souterrain, ça coûte combien? C'est à peu près 30% de ton gros œuvre. Ouais. Ça représente à peu près 30%. Donc ça peut, selon les montants, si c'est un projet à 1 milliard, tu peux avoir un parking à facile 200 millions. Ouais. Sortir un parking de 500 à 1000 mètres carrés, 200 millions juste pour le parking. Très facilement. Ouais. Très facilement. Très bien. Et toi, tu as fait ce choix-là. Alors, ici, on a une vue magnifique parce qu'en fait, je pense que de cet immeuble, on voit tout Dakar. C'est ça, exactement. Derrière nous, on a la statue de la Renaissance, donc au Mamel. Plus loin, on a les Almadies. Après là, quand on remonte, on a le centre-ville. Et là, on a Mermoz, la Corniche, Fan Résidence, etc. Et on a beaucoup de vent. On a la mer là. Exactement. Ouais. On a la chance Qui d'avoir arrive. la mer proche. Parce qu'en fait, on peut se dire que oui, mais on est peut-être, non, en fait, on est peut-être à 1 kilomètre de la mer Ouais, déjà. exact. Ouais. Et On- plus tu montes, c'est- plus tu as de la fraîcheur, plus Exactement. tu as du vent. Et les gens qui achètent ici, pareil, c'est pour faire de la gestion derrière. Pareil, les gens qui achètent chez nous, principalement, c'est des gens qui veulent faire un investissement ou, là, on a eu le cas où c'est des gens qui veulent rentrer. Donc, on a beaucoup de parents qui ont fait leur vie en France ou en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, qui achètent pour rentrer et vivre ici. Et la retraite. On a eu 2-3 cas où c'est des personnes qui ont acheté pour faire leur retraite au Sénégal. Et c'est terminé déjà, mais c'était quoi les prix ici? Ici, on a vendu, on a commencé à 80 millions pour un F2, à 200 millions pour un F4, 272 mètres carrés. D'accord. Ça, c'est ton deuxième projet. C'est ça. Je précise que tu as déjà un troisième et un quatrième projet. Tu peux me Ouais. parler du troisième et du quatrième? Ils Ouais. sont à quel stade? On n'a pas commencé. On commence le troisième au mois d'octobre. Ok. La résidence Le temps Gaïa. que tu finisses ça en gros œuvre. Exactement. Ok. Et de commencer bien dans les finitions. Et la résidence Illy, on la commence au mois de novembre. Ok. Et là, pareil, il nous reste quelques appartements. Et quand on va commencer, l'idée c'est aussi de faire vite
et de livrer à temps. Pas dans les, je dis jamais dans les délais, c'est de livrer en avance. Moi, mon objectif à chaque fois, c'est de livrer en avance les produits. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu cumules autant de projets, ça va te forcer, toi, à augmenter tes effectifs. Exactement. Tu n'as pas peur de ça? Du tout, parce que je me dis, ça va avec. Parce que là, par exemple, ici, tu as 3 chefs de chantier. C'est ça, Sur ce petit immeuble seulement. c'est ça. Quand tu vas lancer le deuxième et le troisième, On va doubler. En fait, je double les gros postes, je les double à chaque fois. Ouais. Sur le gros projet R+10, ils vont être 4 chefs de chantier, avec 3 ingénieurs, ils vont être 3 conducteurs de travaux. Donc, je double à chaque fois, parce que je me dis que la qualité n'a pas de prix, et surtout le suivi. Pour moi, un projet, il se fait dans l'avant-projet. Donc, je mets du temps à sortir des projets. Mais là, par exemple, les gens me sollicitent pour faire des nouveaux projets. J'ai encore un autre projet de villa que je dois faire à Sali l'année prochaine. Mais là, je ne fais plus de projet jusqu'à 2027-2028. Je finalise tout ce que j'ai fait, je fais un état et après on recommence. mais quand tu finis, tu vas passer à un autre niveau après. J'ai envie, mais après j'ai vraiment l'ambition, et si Dieu me le permet, d'aller dans d'autres pays d'Afrique. Déjà, ouais. Ouais, j'aimerais Tu bien. n'as pas envie de faire une petite ville à toi avec tes normes? Parce que c'est J'aimerais la suite bien- après. Hein. Ouais, j'aimerais bien faire une cité parce Ouais. que il y a eu des discussions de faire des cités, mais honnêtement, j'ai pas les fonds, j'ai pas les moyens parce que là on parle de projets à plus de 200 millions de dollars, de vraiment une cité avec faire venir Auchan, faire venir Decathlon, faire venir des grosses enseignes avec des immeubles, des villas. J'ai eu une discussion, mais c'est vraiment coûteux. Mais alors, ce que je veux te dire, c'est, et ça, c'est ce que les gens ne voient pas souvent. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ton premier projet? C'est-à-dire que toi qui étais à Paris Ouais. et toi maintenant à Dakar, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce qu'à Paris, tu faisais du business, tu faisais de l'immobilier. Ouais. Ici, tu fais du business, tu fais de l'immobilier. Mais qu'est-ce qui a changé, par exemple, en termes de connaissances? Tu connais plus de personnes maintenant? C'est ce que j'allais dire, c'est le réseau. Le fait de vivre au Sénégal et de vendre des biens de haut standing, et par la qualité du travail qu'on a pu faire, ça m'a ouvert des portes. Donc j'ai rencontré pas mal de monde. Et je pensais, j'aurais jamais rencontré ces mêmes personnes-là si j'étais resté à Paris, par exemple. Parce que c'est des gens, en fait, qui, entre guillemets, m'éduquent dans le sens où ils sont des autres fers. C'est des gens, moi je connais des gens qui font des projets de cité, des projets à 200 millions d'euros, 250, avec qui je discute et à qui je demande des conseils. Moi je dis souvent, je suis un étudiant de la vie, donc j'ai pas peur et j'ai pas d'ego de demander conseil. Et ce genre de personnes-là, je les aurais jamais rencontrées si j'étais resté à Paris. Et c'est des personnes qui viennent à nous parce qu'ils entendent parler du projet. Et donc du coup, eux, ils viennent peut-être pour acheter ou des fois c'est par curiosité. Mais c'est vraiment le réseau et c'est les rencontres au quotidien. Comme par exemple toi, on s'est rencontrés, après on discute. C'est vraiment des gens qui sont autour du projet et qui essaient d'élever le niveau. J'avais discuté une fois avec une directrice, je ne dirais pas de quoi, sinon on va retrouver qui c'était, une dame très très puissante. Elle me disait dans son bureau, tu sais, en faisant ce que tu fais, en venant faire du business au Cameroun, en Afrique, l'intérêt c'est que tu vas très vite avoir accès à l'upper class C'est vrai. du pays à laquelle tu n'aurais jamais eu accès en France. C'est vrai, c'est vrai. Jamais. Tu peux rester en France toute ta vie, tu n'auras jamais accès Je suis d'accord. à la petite classe bourgeoise qui dirige le pays et qui dirige tous les pays. Parce que dans tous les pays au monde, Exact. tu as une petite classe bourgeoise à laquelle tu peux avoir accès. Après, tu décides comment tu interagis avec C'est elle. ça, voilà, c'est ça. Mais faire le type de business qu'on fait maintenant en Afrique fait que, en fait, très rapidement, tu peux avoir des contacts dans cette sphère-là et qui, mine de rien, sont très utiles dans nos pays et partout ailleurs. D'ailleurs, tu as un petit problème, tu as toujours quelqu'un de zélé qui veut te fermer une porte, qui veut… C'est vrai. J'ai eu ce cas-là, je pourrais pas dire non plus, mais j'ai eu accès et j'ai accès à une certaine sphère ici maintenant au Sénégal par le travail que j'ai pu accomplir. Donc après, moi, je choisis, comme tu l'as dit, comment j'interagis et comment je gère la relation. Mais très vite, en fait, j'ai eu accès, entre guillemets, parce que c'est des gens qui sont venus vers moi. Pas parce qu'ils étaient intéressés, c'est parce qu'en fait, ils ont entendu parler de l'entreprise et le travail est reconnu. Et j'ai souvent eu ce cas-là où c'est des gens d'un certain âge qui veulent te pousser. Des fois, ils n'attendent pas grand-chose. Ils se disent « Ah, t'es peut-être le fils que j'ai pas eu, t'es peut-être le neveu ou le cousin. » Donc, quand je vois un jeune, je le pousse et c'est ce qui, entre guillemets, fait du bien parce que c'est des gens qui ont déjà tout fait. Donc, le fait d'appeler une personne, de dire « Ah, j'ai mon jeune qui est là, est-ce que tu peux l'aider ?» En fait, ça t'ouvre des portes. Clairement. Clairement. Parce que, par exemple, je vais te poser la question sur l'administratif, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais avoir un permis de bâtir pour un immeuble comme ça, c'est pas simple. Non, tu fais beaucoup Il de ne suffit pas d'avoir un petit plan et d'aller déposer. Non, tu fais beaucoup de portes, tu demandes, tu regardes tout. C'est ce que je disais avec la mairie, c'est des échanges. Parce que quand je dépose, ils me disent non, ça va pas, ça va pas. Donc on essaie d'améliorer, on essaie de négocier en disant ben, si j'ajoute des places de parking, moi ça a été le cas ici. C'était vraiment la problématique, c'était de oui, tu es bien gentil, tu veux faire un +10 dans Mermoz, ce qui est essentiel. Mais est-ce que déjà, il y aura assez de places de parking?
Donc tout de suite, ton projet, tu le penses différemment. Parce que sur ce projet-là, j'aurais pu gagner 30% en faisant un pas de place de parking. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc du coup, le projet, tu le réfléchis et tu le penses différemment. Et après, une fois que ça c'est fait, et après, tu puisses avancer. Mais pour la partie admin, c'est vraiment, tu fais beaucoup de portes. Moi, au départ, je faisais beaucoup de Je veux préciser quelque chose de très important. Tu es ingénieur en génie civil? Pas du tout. Ok, non, mais c'est important. Non, pas du tout. Tu n'as pas de formation à la base dans le domaine de la construction. Non, moi j'ai une formation comptable et j'ai fait du droit, mais j'ai pas fait, après j'ai fait un BTS. Moi je joue au basket, donc j'ai fait un peu de tout. Et moi je dis maintenant à mes ingénieurs, j'ai bac+2 en ingénierie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait le projet et donc je connais, je suis. Et là maintenant je suis sur ce projet-là, mais je suis pas du tout. Moi j'ai 2 ingénieurs à plein temps. Encore une fois, j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas. Mais moi, il faut voir dans le projet. On sort un plan de coffrage, je veux apprendre à lire le plan de coffrage, sinon je sers à quoi? Et je vais apprendre à lire le plan de ferraillage parce que en fait c'est de la curiosité. Et après j'avance et c'est de la connaissance. C'est gratuit et ça me permet d'élargir mon champ et d'avoir des meilleures discussions avec eux. Excellent, excellent. Et du coup, tu peux les challenger sur la qualité parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est que tu as beaucoup voyagé. Donc tu vois des choses. C'est ça. Parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que on voit des choses. Et en fait, techniquement, parfois, on ne réalise pas à quel point ça coûte cher de faire un petit balcon. Tu as vu un beau balcon, tu veux faire un super balcon au dernier étage. Donc, tu dis, ce balcon, si tu le fais, ça va te coûter 50 millions. Ben si, parce que moi, quand je suis arrivé avec le grand sabot, je leur ai dit, écoutez, moi, c'est pas normal à Dubaï, ils font des R+10 en un an. Vous m'expliquez de R+6, R+7 en 24 mois. Pas... En fait, psychologiquement, ça marche pas. Donc, comment on fait? Et de là, après, on rentre dans la technique. Non, mais parce que si, parce que ça, parce que si. Et c'est même ce qui nous a permis de livrer à temps et en avance. Parce que moi, j'étais parti sur... Tu as challengé ce qui se fait d'habitude. Voilà, je leur dis, mais en France, ils font un R+10 ou un gratte-ciel en un an. Donc, techniquement, ne me parlez pas d'argent. Parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes ressources. Parlez-moi de technique. Donc là, on rentre dans le détail. Ils te expliquent, non, parce que si, parce que ça. Et après, quand tu arrives à mieux comprendre et à bien comprendre, ben, moi, j'assemble tout et je me dis, ben, donc, dans ces cas-là, on va peut-être mettre 4 mois, on va peut-être mettre 18, 17, 16. Et c'est toujours mieux par rapport à où on en est ici au Sénégal. Donc, c'est comme ça, en fait, que moi, j'arrive à aller vite. C'est parce que moi, je pars du principe que si certaines personnes peuvent faire ça en 12 mois, pourquoi vous me dites que nous, on ne fait pas en 12 et on va faire en 24? Tu as fait ton Back to Africa. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, waouh, ce qu'il a fait, c'est génial, c'est un chanceux ou je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui te regarde là? Honnêtement, de foncer, de bien analyser le marché, c'est super important, de croire en soi. C'est peut-être bateau, mais les sportifs de haut niveau, s'ils n'ont plus de confiance en eux, ils sont plus performants. Donc je pars du principe qu'on doit être performant et on doit avoir confiance en ce qu'on fait. Et surtout, moi je dis souvent, et ça vient de mes parents et de ma mère, il faut être honnête. Il faut être honnête, il faut vraiment pas essayer d'être le plus malin, parce que on a toujours plus malin que soi. Ouais. Et vraiment de tenter, d'essayer. Moi, j'ai des gens qui sont venus, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, qui sont partis, mais au moins ils ont essayé. Donc c'est vraiment d'essayer, de tenter et de ne pas avoir peur. Parce que moi, je dis la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est que je vais dormir sur le canapé de chez mes frères et sœurs. Ouais. Mais au pire, oui. Au pire, ouais. Si jamais, quand on regarde ça, c'est pas si mal que ça. Moi, je vois le verre à moitié plein. Donc du coup, je me dis, bah, dans ces cas-là, j'y vais. Et après, je fais les choses. Donc vraiment, foncez, allez-y, prendre des connaissances là où on peut, avoir pas beaucoup d'ego, parce que dans le business, et en tant qu'Africain, des fois, on peut avoir pas mal d'ego. Mal placé d'ailleurs. C'est ça. Et de fierté, et vraiment de poser des questions. Donc d'où l'événement. Donc c'est pour ça que tu vois, j'ai accepté, parce que ça permet aux gens qui sont derrière leur écran de ne pas nous voir, et peut-être parce qu'on n'est pas accessible ou ils ne savent pas où nous trouver, et de donner des conseils. Et moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'y aller, de croire en soi, et d'essayer. Parce que au pire, vous rentrez en France ou en Europe ou dans votre pays et vous retravaillez. Mais si vous n'avez pas essayé, à 80 ans, les histoires, vous pourrez dire, c'est « Ah, j'ai voulu, mais j'ai pas fait parce que… » Et ça, je pense que c'est trop dommage. Alors, il y a une partie qu'on ne va pas aborder ici, c'est la partie sur les coûts. Ouais. Parce qu'en fait, on a parlé un peu de ça en off. Et en réalité, tu m'expliquais que les grosses économies qu'on fait dans la construction, en réalité, c'est pas dans la main-d'œuvre qu'on va les chercher. C'est pas ça, hein. Ça va être beaucoup plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as décidé de faire de la construction. C'est ça. Tu peux nous en dire juste 2 mots? Parce qu'en fait, je veux que tu développes davantage ça à Back to Africa. Donc, si vous êtes architecte, ingénieur en génie civil, dans le domaine de la construction, vous avez même une société de construction, je pense que vous devez absolument être à Back to Africa parce qu'il va davantage partager sur les stratégies qu'il met en œuvre pour pouvoir drastiquement réduire le coût
de ces constructions et donc, en fait, d'augmenter ses marges. C'est ça. Mais en fait, moi, pourquoi j'ai créé ma société de construction, ça a été d'un constat simple. On me donnait, j'avais 3 devis et j'ai éclaté les devis et je demandais à tous les constructeurs pourquoi ci, pourquoi ça. Et je me suis rendu compte d'une chose que, par exemple, que là je peux dire, par exemple, c'était le matériel. Donc, très vite, je suis parti sourcer. Combien va nous coûter un été dans tel ou tel pays? Combien va nous coûter des planches de Doka? Combien va nous coûter des haches? En fait, tout ça, et c'est un peu le centre de la construction. Parce que la main-d'œuvre, quoi qu'il arrive, ça reste à peu près les mêmes prix. Et en fait, une fois sourcé, moi, ça a été vraiment de regarder tout ce qui est annexe à la construction. Donc, grue, matériel de coffrage, était machine à benne, par exemple, benne. C'est tous ces produits, machine à faire des briques, c'est ce que je voulais dire, machine à faire des briques. Et c'est tout ça, en fait, qui fait que quand on a sourcé, on se dit, ben, dans ces cas-là, pourquoi pas l'acheter, investir dessus et de le faire soi-même. Et c'est le constat que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai créé ma boîte de construction. Ça te fait en pourcentage vraiment des économies d'à peu près combien? À peu près 30-40%. 30 à 40%. Et il faut dire aussi, c'est que comme c'est ma société de construction, ma société est censée faire du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires que j'aurais dû te donner toi, Philippe, en tant que constructeur, je crée une société annexe qui fait du chiffre d'affaires automatiquement. Bien sûr, Et bien donc, sûr. du coup, Et l'argent tourne. Voilà, l'argent reste. Et moi, c'est vraiment de créer cet écosystème. C'est pour ça que j'ai créé les 3 entreprises. C'est que moi, l'argent reste dans l'entreprise, entre guillemets, dans le groupe. Donc, au lieu de faire du chiffre d'affaires à un autre, ben, je fais du chiffre d'affaires à mon autre entreprise. Et du coup, moi, je sais comment je veux aller. Donc, je dépends de personne et je réinvestis tout. Donc, c'est pour ça qu'après, j'achète du matériel, j'achète des choses. Parce que, ça te permet d'aller plus vite. Tu ne dépends pas de oui, mais on n'a pas ce matériel, oui, on n'a pas ça, ça coûte tant, ça coûte tant. Non, c'est interne, c'est internalisé. Donc, du coup, tu vas plus vite. Et moi, je peux vous dire une chose qui est confirmée par ce qu'il est en train de dire, c'est que ne vous fiez pas au fait qu'il y ait déjà des immeubles dans votre pays, qu'il y ait déjà des gens qui construisent depuis 10, 20 ans. Si vous ramenez de la qualité, ils vont venir chez vous. Parce que je m'en rends bien compte, que ce soit à Dakar, à Abidjan, au Cameroun, il y a un vrai problème de finition de qualité. Et si vous parvenez à produire des biens de qualité, les gens sont prêts à les payer beaucoup plus cher. Et je pense qu'il a misé là-dessus. Il s'est dit, si on veut faire quelque chose que les gens vont payer, autant mieux miser sur la qualité. Et derrière, il a commencé à penser business, comment faire pour que ce soit de plus en plus rentable, d'où les optimisations qu'il a faites et qu'il va certainement continuer de faire avec le temps. Mais c'est bluffant de voir que dès son 2e projet, il soit déjà en R+10, alors que des gens qui construisent depuis 50 ans n'ont jamais fait de R+10. Ça démontre qu'en réalité, tout est dans la tête. En fait. C'est ça, c'est vraiment tout est dans la tête. Les limites sont dans la tête. Exactement. Et je suis sûr qu'il y a des gens à Dakar qui disaient c'est impossible de faire un R+10 à Mermoz. Je suis sûr qu'il y a des gens qui disent ça. Tu vas te garer où? Tu ne peux pas te faire ceci. Si c'est ça, j'ai eu ces problèmes-là. Mais je me dis, tant qu'on ne m'a pas dit non, et pour moi, non, ce n'est pas prédéfini. Et je dis souvent, des fois, c'est vrai, mais ce n'est pas une vérité absolue. Donc, souvent, je dis c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Donc, tu peux me dire non, ok, c'est vrai, mais ce n'est pas une vérité absolue, donc je vais voir ailleurs. Et pour moi, j'ai aucune limite. Parce que, honnêtement, il y en a qui l'ont déjà fait, ce que je fais. À plus grosse échelle. Oui, tu n'es pas le seul, oui, tu n'es pas le seul donc je me constructeur. dis, si lui, il a fait, je ne suis pas plus bête qu'un autre, pourquoi pas? Moi, je suis vraiment dans le pourquoi pas. On essaye, on y va, et après, on se challenge. C'est comme ça qu'on fait avec les équipes. On essaye. Des fois, ils me disent non, mais non, on y va. On essaye. Et après, à l'interne, on essaie de vraiment gérer tous les process qu'on met en place. Donc, vraiment, pourquoi pas? Ça me rappelle un multimilliardaire qui disait que la phrase qu'il a le plus sauvé dans sa vie, c'était le fait de se dire est-ce qu'il y a une chance que? C'est vrai, voilà, c'est ça. C'est tout. Est-ce qu'il y a une chance que? Si la réponse est oui, let's go! C'est tout. Il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a une chance que je puisse le faire? Est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse travailler ensemble? Dès qu'il y a une possibilité, on y va. On y va. C'est ça. Mais écoute, bravo. Merci. On se revoit à Paris en septembre, Yes. à Back to Africa. Venez nombreux pour l'écouter. Je pense que vous allez beaucoup apprendre de lui. En termes de mindset, c'est un ancien sportif de haut niveau qui a décidé de se convertir dans l'immobilier. C'est pas l'agent du sport, parce que je vois déjà venir. Oui, non, c'est un ancien sportif. Donc, c'était pas du foot que tu faisais. Non, je faisais du basket et j'ai joué en National 2, maximum, donc 4e ou 5e division. Donc, c'est pas là qu'on gagne beaucoup d'argent. Tu n'as pas été à Wembamania ou je sais pas trop. Très bien. Mais écoute, beaucoup de courage à toi. On te souhaite beaucoup de succès. Et bien évidemment, quand je reviendrai à Dakar, on viendra voir comment ça évolue. On montrera les updates. Venez l'écouter, venez apprendre aussi de lui. Et je pense qu'il va inspirer. Au-delà du domaine de l'immobilier, les jeunes peuvent construire ce continent. C'est un continent de jeunes. Et on l'a constaté quand on est venu ici. La moyenne d'âge est de 25 ans. Il n'y a que des jeunes qui bossent ici. Mais vraiment, le plus âgé ici, c'est C'est le chef de chantier. Et il a quel âge? 41.
41 ans et c'est le plus âgé de tout un projet comme celui-ci. Ma foi, l'avenir appartient aux jeunes quand on leur fait confiance. Donc bravo, Merci beaucoup. beaucoup de courage. Merci. Venez l'écouter, prenez vos places. Back to Africa, l'événement à ne pas manquer. Peace.